Tomb Raider 2, c'est un jeu exceptionnel qui fait honneur à son prédécesseur. Il est divisé en 18 niveaux avec une difficulté légèrement plus corsée que le premier opus. Le jeu est divisé en 5 parties: la Chine, Venise, la plateforme pétrolière, l'épave engloutie et le Tibet. Je tiens à préciser que comme pour Tomb Raider 1, tous les niveaux de Tomb Raider 2 sont bons, et je considère même qu'on y retrouve le meilleur niveau de toute la série. Cela dit, il y a quelques tendances qui me chagrinent un peu, et je ne vais pas hésiter à vous les partager. Avant de commencer, sachez que je n'avais pas l'intention de faire une vidéo du genre sur ce jeu, mais quand j'ai vu le succès réellement inattendu de la vidéo sur le premier Tomb Raider, eh bien ça m'a donné envie de faire la suite. Je prends donc le temps de grandement vous remercier car ça fait chaud au cœur, et c'est avec grand plaisir que je vous propose mon top des niveaux de Tomb Raider 2. Ah oui, et n'oubliez pas que cette hiérarchisation est très subjective, et que je suis ouvert au débat dans les commentaires. Allez, c'est parti! Soyons honnêtes, le pont n'est pas un bon niveau. Le problème principal de ce level, c'est que l'on peine à trouver rapidement un objectif. On débarque dans une très grande salle principale où on ne sait absolument pas par où commencer ni par où aller. Bref, dès le départ, on peut se sentir perdu et on peut réellement tourner en rond pendant des heures et des heures. Le côté positif du pont, c'est que c'est l'un des seuls niveaux non linéaires du jeu, ce qui est pour moi l'un des principaux défauts de Tomb Raider 2, mais j'y viendrai un peu plus tard. Le fait d'être non linéaire permet au pont de proposer un niveau avec beaucoup d'exploration, va demander aux joueurs de l'observation et de la recherche. Ce qui est très bien, hein, mais vu l'immensité du niveau, ça devient rapidement une tâche très laborieuse, car les éléments pour avancer dans le level ne sont pas évidents à trouver. Notamment cette clé qui est bien cachée, qui donne accès à une porte qui elle-même est bien cachée derrière des blocs, qui donne accès à une salle pleine d'eau avec un levier bien caché lui aussi. Je connais Tomb Raider 2 quasiment par cœur, mais j'ai tout de même eu du mal à trouver tous ces éléments. Pour vous dire, j'ai refait tous les niveaux de tête pour le bien de cette vidéo, et le pont est le seul level qui m'a demandé 5 enregistrements et 55 Go d'espace libre. De plus, le pont va vous demander beaucoup d'allers-retours artificiels, comme celui-ci, où vous devez tirer un levier pour ouvrir une porte qui mène à un levier qui fait baisser l'eau de la salle dont vous venez initialement. Pas d'énigmes, pas d'épreuve de saut ou quoi que ce soit, hein, juste un aller-retour pour le sport. Ah oui, et détail qui tue, le niveau se termine d'un coup sec après d'avoir récupéré le séraph. Objet sacré, relique tibétaine, la clé ouvrant la porte d'un trésor malfaisant, prenant la rouille, posée à même le sol dans un coin d'un entrepôt trop humide. Alors soyons clairs, ce n'est pas du tout un mauvais niveau, mais j'ai clairement du mal à l'apprécier. L'aire de plongeon souffre pour moi d'une tendance que je n'affectionne pas du tout chez Tomb Raider 2, c'est le fameux niveau carte d'accès, porte, levier. L'équivalent du porte-monstre-trésor dans un jeu de rôle, mais appliqué à un jeu d'aventure. Et c'est clairement ce que Tomb Raider peut nous proposer de plus ennuyeux. Que je sois clair, l'aire de plongeon n'est pas le seul level à nous proposer du clé porte-levier, même les meilleurs niveaux de Tomb Raider 2 tombent dans cette facilité. Mais le ressenti de cette constante est exacerbé dans ce level. Déjà parce que d'une part, des portes dans l'aire de plongeon, il y en a partout. Et il va falloir faire beaucoup d'allers-retours, en quête des différents leviers, des différentes cartes pour ouvrir les différentes portes dans tous les sens, tout en tuant une quantité invraisemblable d'ennemis. En vrai, l'aire de plongeon est un niveau beaucoup plus axé sur les combats. Ce qui peut être perçu comme quelque chose de vraiment cool, hein. Le niveau peut devenir un vrai défouloir. Cependant, il y a des indices qui ne trompent pas sur la fragilité du level design de l'aire de plongeon, comme cette fameuse échelle qui met littéralement plus d'une minute à être escaladée. Il faut vraiment se rendre compte qu'une minute dans ce contexte où on maintient ses touches enfoncées, c'est très long. Dès que vous avez une échelle trop longue, dans Tomb Raider 2, vous avez une musique qui se joue pendant l'escalade, pour l'ambiance, pourquoi pas, mais du coup, ici, on s'attend à une gigantesque salle, avec quelque chose d'immense à découvrir, bref, une grande surprise. Mais non, c'est juste une grosse cuve. C'est un peu difficile à avaler, surtout quand on réalise qu'il faut escalader cette échelle 2 fois dans le niveau. Pour finir sur une note positive tout de même, la fin de level n'est pas avare en révélations sur le scénario, et on découvre pour la première fois Lara dans une nouvelle tenue. Et ça, c'est loin d'être anecdotique et c'est même plutôt cool. Dans la tradition de Tomb Raider, on a toujours un level où Lara se fait confisquer ses armes et doit se débrouiller sans. Généralement, ce sont des niveaux qui se concentrent sur les énigmes, avec des phases d'observation, des passages techniques, bref, on essaye d'exploiter cette situation au maximum, de mettre le gameplay au service de cette problématique. Et souvent c'est efficace, les différents combats sont à sens unique et demandent d'être esquivés, ce qui ajoute un niveau de pression considérable. Le fait de se sentir vulnérable donne un objectif clair et précis au joueur, retrouver ses armes et enfin pouvoir se défendre et progresser dans le niveau. Eh bien je suis triste de vous annoncer que cette mécanique est totalement sous-exploitée dans la plateforme pétrolière. Certes, on commence sans armes, et on a quelques combats à éviter, mais surtout on récupère ses armes après 10 minutes de gameplay maximum. Récupérer ses armes devrait conduire à un grand sentiment de soulagement, mais ici, non. On n'a aucune énigme. Aucune situation qui tourne autour du fait que Lara n'ait plus ses pistolets, et c'est vraiment dommage. C'est un véritable acte manqué qui fait que l'on a un a priori plutôt négatif sur le niveau. Cependant, la suite du niveau n'est pas si mauvaise. Il y a quelques énigmes sur le niveau des bassins, quelques pièges et phases de saut certes plutôt basiques, mais pas inintéressants.
Je ne vais probablement pas me faire des amis en mettant les îles du ciel aussi bas dans le classement. Tout petit, c'était un niveau que je n'appréciais pas du tout. Déjà, les îles du ciel souffrent de sa comparaison directe avec le level précédent. Et j'ai pas envie de spoil, mais c'est pas du tout à son avantage. La première impression que donne le niveau, c'est qu'il a l'air totalement buggé, avec ses grandes îles monocolorées vertes en lévitation dans un ciel totalement noir. Ce qui est triste, car ce n'est pas le cas. Le niveau n'est absolument pas buggé, mais témoigne plutôt d'un véritable parti pris où l'on fait progresser Lara dans un véritable cauchemar qui s'inspire directement des textes mythologiques taoïstes. Bref, une esthétique totalement assumée qui ne fonctionne malheureusement pas sur moi et casse totalement mon sentiment d'immersion. Cela dit, ça peut très bien fonctionner sur vous, et je comprendrais que vous trouviez l'architecture en jade et les inspirations de ce niveau magnifiques. Par exemple, il y a ce passage que je trouve absolument splendide. Bon ok, en version non remasterisée c'est un peu moins joli, mais quand même. Au-delà de l'aspect esthétique, la difficulté de ce niveau est frustrante. Il y a des phases acrobatiques très hasardeuses comme celle-ci. Oui, je suis un peu mort dessus. Un peu beaucoup. Déplacement de caméra douteux qui demande des sauts à l'aveuglette, et enfin des ennemis avec une quantité de points de vie invraisemblables qui peuvent te one-shot. Sachez qu'à un moment je me suis retrouvé dans cette situation. Le combat est absolument monstrueux et je suis désolé, ce n'est pas ce que j'affectionne le plus dans Tomb Raider. Quand je mentionne le palais des glaces, la première chose qui me vient en tête c'est le début du niveau avec ces terribles plaques au sol qui font sauter, que je déteste. Pour faire simple, quand vous marchez ou atterrissez dessus, elles vous font sauter dans les airs avec un angle qui dépend de comment vous avez marché dessus. Je vais être honnête avec vous, ça fait 25 ans que je connais Tomb Raider et je n'ai toujours pas compris comment fonctionnaient ces plaques. Je vous laisse admirer mon talent. Un saut mal calculé sur une de ces plaques et vous êtes bloqué dans un combo infini comme dans un mauvais jeu de combat qui n'a pour seule issue la mort. Pendant que vous galérez, je rappelle que les Yetis ne vont cesser de vous hurler dessus, ce qui personnellement me tape un peu sur les nerfs. Pour moi c'est encore difficile d'aborder ces plaques, alors imaginez un joueur à l'époque qui découvre le jeu ou même un débutant. Et puis il y a cette arnaque là aussi. Sérieux? Mais au-delà de ça, le niveau est très plaisant. Surtout ce passage-là, qui est littéralement l'un de mes moments préférés, où vous passez sur un pont au-dessus du niveau précédent. C'est un vrai choc mental, ça donne un sentiment d'accomplissement, je trouve que c'est une super récompense. Il y a aussi ce secret, qui est vraiment très très bon, des passages mémorables comme celui-ci, et un boss. Bon ok, le boss il est nul, c'est dommage. Les palais des glaces est globalement un bon niveau, qui est terni par un début vraiment laborieux. L'antre du dragon est un niveau difficile à placer. Tout simplement parce qu'il n'est pas construit comme un niveau standard, mais plutôt comme une exposition du combat final contre Marco Bartoli. Ce dernier est transformé en un immense dragon après d'avoir accompli le rituel de la dague de Xian. Pas d'énigmes, pas d'épreuves acrobatiques, pas d'exploration, donc un niveau plutôt court, introduit par une succession de combats composés des derniers sbires de Bartoli et de ses increvables guerriers de terre cuite. Cela dit, j'aime bien ce combat final. On doit éviter le souffle du dragon en se cachant derrière les piliers, et si éventuellement on se fait toucher, il y a un plan d'eau dissimulé sous le sol pour éteindre les flammes. Ça fait également partie de la stratégie de nager de l'autre côté de la salle pour se placer plus loin, voire même dans le dos du dragon pour l'asséner un maximum de coups. Mais le meilleur passage du niveau, c'est quand toute la structure est en train de s'écrouler et qu'il faut fuir à travers un couloir le plus rapidement possible. Je suis un peu déçu que ce passage ne dure pas plus longtemps parce qu'il procure de sacrées sensations. Les quartiers d'équipage est un bon level. C'est un niveau qui va demander de l'observation, notamment dans la grande salle des pistons où il va falloir que le joueur trouve la bonne disposition pour pouvoir sauter dessus et accéder aux différents leviers pour progresser dans le niveau. Mais ce n'est clairement pas le passage que je préfère dans le level. Je préfère la deuxième partie du niveau, qui est plus agréable à parcourir. L'esthétique change, et je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit précis me transporte. Le décor penché, la musique qui se lance, le secret dissimulé, c'est un moment très immersif. Sinon, il y a aussi ce passage, où un simple saut permet de passer toute une partie du niveau. Je m'en suis rendu compte car j'ai obtenu le succès Steam par inadvertance. Ce qui fait que j'ai découvert toute une partie du niveau optionnel dont je n'avais pas connaissance. Et c'est dommage car c'est un bon passage en vrai. On ne peut être sûr de rien, mais je pense que c'est une erreur des développeurs et franchement, ça ne fait pas briller le niveau. Le dernier niveau de Tomb Raider est un niveau surprise. Pensez que c'était terminé? Eh bien non, il y en a encore pour le dessert. L'existence de ce level, que l'on pourrait presque appeler un niveau bonus, est extra. Car franchement, Home Sweet Home, c'est un bon gros défouloir. Armé en vitesse d'un fusil à pompe et d'une bonne grosse quantité de cartouches, vous avez juste à vous débarrasser de tous les ennemis qui viennent envahir votre manoir.
Pas de réflexion particulière à avoir, pas d'acrobatie. Vous êtes en chemise de nuit et vous éclatez tout le monde. Spoiler alerte, ils ont aucune chance. Lara est bel et bien la plus forte. Si on voulait aller plus loin dans l'analyse, on pourrait dire que ce niveau représente bien la prépondérance des combats dans Tomb Raider 2, surtout par rapport à l'opus précédent. Comme pour l'Antre du Dragon, ce niveau est difficile à placer tellement il sort des standards des niveaux traditionnels. Mais clairement, Home Sweet Home est un plaisir à ne pas bouder. En vrai, je considère que Venise est un épisode emblématique de Tomb Raider 2. Je trouve que c'est clairement un niveau qui marque les esprits, notamment car c'est la première fois que l'on utilise un véhicule de toute la série. Et aussi grâce à cette musique que vous entendez en fond qui est absolument magistrale. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une composition originale de Nathan McCree qui a également composé la musique du premier opus. Clairement on dirait du Vivaldi et je pense que ce n'est pas anodin. La musique de ce niveau vous transporte directement en Italie et on prend un petit plaisir à laisser la progression du niveau de côté et d'arpenter les canaux de Venise en bateau en écoutant cette belle mélodie. Cela dit, même si ça fait plaisir de vivre ça, la manipulation du bateau dans des espaces aussi étroits c'est pas incroyable. Mais personnellement j'en garde tout de même un bon souvenir. Ce qui reste cool, c'est que les bateaux ne sont pas qu'un gadget, mais permettent de résoudre l'énigme principale du level, qui consiste d'une part à exploser l'un des bateaux contre le champ de mine ici, et d'une autre part à traverser le niveau le plus rapidement possible pour atteindre ces portes avant qu'elles ne se referment. Vous avez également une énigme avec l'écluse que je trouve très intéressante. Je suis presque triste de ne placer Venise que 10ème dans le classement, car je considère que le niveau est vraiment bon, mais les niveaux qui vont suivre sont encore meilleurs selon moi. Très beau niveau, avec beaucoup de bagarres. Préparez-vous à dégommer des hommes de Bartoli à la pelle, et attention, car la plupart font excessivement mal. La cache de Bartoli, c'est honnêtement un niveau très classique et plutôt complet. C'est rare d'avoir des niveaux qui cochent autant de cases. Il y a des passages avec des pièges, des passages aquatiques, des passages acrobatiques, des énigmes et même de la recherche. Bref, tous vos sens Lara Croftiens vont être sollicités. Je mentionne notamment l'énigme des lustres que l'on peut monter et descendre à volonté et qui va demander à la fois de la réflexion et de l'adresse. Je regrette cependant que le concept n'ait pas été poussé plus loin. Sinon, ce qui est cool, et pas des moindres, c'est que les environnements sont plutôt jolis, notamment cette belle petite place en extérieur. La cache de Bartoli, c'est un niveau que je prends beaucoup de plaisir à parcourir. Il est certes moins emblématique que Venise, mais il est surtout bien plus varié. Ça va peut-être vous étonner, mais j'adore comment commence ce level. C'est probablement le début de niveau le plus déroutant de tout Tomb Raider. Vous commencez tout simplement au fond de l'eau, en plein milieu de l'océan. Le jeu nous impose donc une contrainte qu'il faut impérativement régler. Trouver de l'air. L'objectif est limpide. Sur le principe, je trouve l'idée géniale. Le joueur doit s'accrocher à tous les indices visuels et ne pas céder à la panique pour s'en sortir. Et je vous avoue que ce n'est pas une tâche aisée. Notamment car il n'est pas évident de comprendre que les éléments disséminés au sol forment en réalité une piste qui indique la direction à prendre. Pour le coup, je suis persuadé que beaucoup de joueurs sont morts une fois, 2 fois, 10 fois à errer sans fin et en perdant espoir dans ce qui semble être l'immensité de l'océan. Et encore à l'époque, la distance d'affichage limitée vous plongeait dans des abysses bien sombres, et ça devait être encore plus difficile. Peut-être avez-vous arrêté Tomb Raider 2 à ce moment précis, ou alors vous avez regardé la solution en ligne car la situation peut rapidement devenir frustrante. Mais personnellement, j'aime beaucoup cette idée de perte de repères. La suite du niveau est plus classique, mais tout à fait intéressante, avec notamment une énigme contre la montre où vous devez éteindre des feux en évitant qu'ils se rallument au pire moment, et avec une épreuve où vous devez parcourir de très longues distances verticalement sous l'eau sans reprendre votre souffle. Par 40 brasses de fond représente très bien à lui seul la place importante qu'a la dimension aquatique dans Tomb Raider 2. Initialement, j'avais placé ce niveau plus haut dans le classement. Mais les niveaux qui vont suivre sont tellement bons que j'ai dû me résigner et le placer 7ème. L'épave du Maria Doria est un niveau absolument magnifique et j'en ai un excellent souvenir. L'environnement de métal, de rouille et encore de rouille des niveaux précédents laisse place à des intérieurs luxueux d'un bateau de croisière. On comprend enfin que l'on est dans un bateau échoué au fond de la mer, notamment sens dessus-dessous si on y croit les tableaux. Ça paraît anecdotique mais ça va apporter quelques subtilités de gameplay. En gros, au fur et à mesure du niveau, on découvre les différentes strates de l'épave. On monte, ou on descend, ça dépend des points de vue, dans des salles qui semblent se ressembler mais qui proposent des défis différents. Franchement, c'est une joie de parcourir ces salles, et j'adore notamment la fin du niveau où vous sortez de l'épave par le bas et que vous devez franchir une dernière ligne droite bien stressante sous l'eau avec des murènes qui essayent de vous chiquer. Mais il y a quelque chose qui me tracasse dans ce level. L'épave du Maria Doria semble entrer dans la tradition des niveaux où il faut récupérer 3 objets.
ici des courts-circuits, pour ouvrir un passage afin de découvrir sa progression. De manière générale, ce sont des niveaux qui offrent beaucoup de liberté, où l'on doit parcourir des épreuves ou avoir de l'observation pour récupérer ses objets un à un. Dans le palais du roi Midas, par exemple, on doit récupérer des lingots où on choisit par quelle salle commencer. Là où je veux en venir, c'est que souvent, récupérer ces différents items permet de casser la linéarité d'un niveau et permet aux joueurs de les récupérer dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Mais l'épave du Mariadoria propose une fausse impression de liberté. Les différents courts-circuits ne sont récupérables que les uns après les autres dans un ordre très précis. Sauf si vous en avez oublié un en chemin, dans ce cas, vous serez amené à retourner en arrière. Par exemple, ces deux courts-circuits sont obtenus à la fin de la même série d'épreuves. Et celui-ci est posé à même le sol en début de niveau. Tomb Raider 2 propose peu de niveaux très ouverts, et l'épave du Mariadoria est vraiment un acte manqué à ce sujet. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je trouve juste cela dommage, car je considère que le niveau est loin d'être ennuyeux et même excellent. Cela dit, je pense qu'il aurait pu être encore mieux. S'il y a un niveau qui est remonté dans mon estime en rejoint à Tomb Raider 2, c'est bel et bien celui-ci. J'ignore pourquoi, mais j'en avais un mauvais souvenir et je m'attendais à passer un mauvais moment. Peut-être souffre-t-il un peu trop de la comparaison avec le niveau qui lui précède qui est vraiment exceptionnel. Déjà, les catacombes du Talion, c'est un beau niveau. Il y a des environnements variés avec des grottes, des temples, il y a de la structure, mais surtout c'est un niveau long et complet pour notre plus grand plaisir bien entendu. Vous avez pas mal de pièges à esquiver, des épreuves acrobatiques, des combats, des passages aquatiques et surtout des énigmes. Notamment l'énigme finale contre la montre qui est super sympa. D'ailleurs, c'est juste dans cette salle que vous pourrez trouver un des secrets du niveau, qui est pour le coup très difficile à trouver et qui fait penser aux secrets de Tomb Raider 1. Je vous cache pas que les secrets de Tomb Raider 2 sont bien plus faciles à trouver que ceux du premier et c'est un peu décevant. Sinon, le meilleur passage des catacombes du Talion, celui qui fait toute la saveur du niveau, c'est celui-ci. Il fallait absolument que je vous en parle. À un moment, vous arrivez dans une salle totalement baignée dans l'obscurité, et vous y entendez des yétis hurler sauvagement. Il y a une vraie peur qui s'installe, et dans le noir complet, il est très facile de céder à la panique. Moi-même, j'ai une grosse montée de stress quand je suis entré dans cet endroit. La meilleure des solutions, les torches. Et c'est bien la première fois que l'utilisation des torches est au centre du gameplay de Tomb Raider, et ça fait plaisir. La prise d'information ne se fait qu'à travers ces dernières, et vous permet de comprendre que les yétis sont pour le moment enfermés, et que vous risquez en réalité rien, pour l'instant. En baissant la plupart des leviers, les lumières s'allument, mais les cages s'ouvrent. Désormais, préparez-vous à vous battre. Petit bémol, les yétis sont des ennemis plutôt fragiles en réalité. Ou presque. Attention, niveau long et complexe, avec une quantité invraisemblable d'ennemis qui font mal, très mal. Alors préparez vos trousses de soins. Ce niveau est tellement bien construit. Déjà avant d'accéder à l'opéra, on a le droit à une sorte d'introduction. On doit parcourir les ruelles de la ville avec une diverse série de pièges, de sauts bien précis et des ennemis à abattre pour pouvoir entrer. Une fois dans l'enceinte de l'opéra, on se rend compte que le niveau est magnifique et que ça va être un vrai bonheur à parcourir. Le vrai plaisir, c'est que l'opéra est l'un des seuls niveaux à proposer une expérience non linéaire, et le joueur va être amené à découvrir progressivement les différentes salles cachées de l'opéra afin de réunir les pièces du puzzle. Peu importe par où vous commencez, tous les chemins mènent à Venise, et même si ça peut être un peu déroutant au début, que l'on peut se retrouver dans une situation où l'on ne sait pas par où commencer, eh bien on prend rapidement ses marques et on comprend aisément ce qu'il faut faire pour progresser dans le niveau. Vous allez vous retrouver dans les loges, sous l'opéra, dans la salle des machines, derrière le rideau, et même dans les conduits d'aération. Vous avez des pièges variés, de l'acrobatie, des passages aquatiques, des combats, des énigmes, des secrets intéressants et une conclusion finale avec un boss dans l'entrepôt qui est top. L'opéra, c'est une histoire qui vous est racontée avec une introduction, des péripéties et une conclusion. Tomb Raider n'a jamais aussi mal porté son nom. Si dans le premier opus on faisait évoluer Lara dans des tombes pour justifier les endroits clos et le fait de ne pas pouvoir générer de ciel, dans le second on a le droit à des environnements en plein air et aucun level n'est meilleur représentant de cela que les collines tibétaines. Un dépaysement total, une grande bouffée d'air frais après les univers très industriels des niveaux précédents. Déjà, contrairement au niveau précédent qui est le pont, eh bien nous avons un objectif clair. Ouvrir cette satanée cabane que l'on voit en début de niveau. Nous savons donc ce que nous cherchons, la clé. Et pour naviguer dans ce grand niveau, on va avoir le droit à la motoneige. À la grande différence du bateau sur Venise, le niveau est très grand et il y a des passages entièrement consacrés à la conduite de la motoneige. Et ça c'est un gros plus car on a une sensation de liberté décuplée, là où avec le bateau on se sentait très limité. Des passages d'adresse, de sauts, des pièges, de longs couloirs où prendre de la vitesse et une musique de fou.
Vous avez pas l'impression d'être dans une rave party techno clandestine des années 2000 là? Ce qui est vraiment bon, c'est aussi que ces diverses phases de motoneige sont entrecoupées de passages de plateforme. En gros, divers obstacles vont nous empêcher de progresser avec notre véhicule, et on va devoir poser pied à terre pour débloquer la situation. Bon, après, la plupart vont me dire que la motoneige est incontrôlable. C'est quoi ce machin? C'est un enfer à manipuler. Bah moi je trouve que franchement ça va, hein. Même à la croix directionnelle. Les collines tibétaines, c'est clairement un niveau mémorable. On reste au Tibet et c'est même le niveau suivant. Clairement, les niveaux du Tibet sont vraiment excellents. Le monastère de Barkang, c'est le genre de niveau que l'on aime faire, refaire et refaire. C'est littéralement l'un des meilleurs levels de Tomb Raider de tous les temps. On retrouve vraiment la sensation des niveaux à épreuve de Tomb Raider 1. Enfin, on casse la linéarité des niveaux, et contrairement au pont, qui prend cher, hein, tellement désolé si vous adorez ce niveau, eh bien la diversité des décors et le level design nous permet de nous repérer facilement et de comprendre rapidement ce que l'on doit faire, et cela dès le départ. Premier objectif, aider les moines et trouver un moyen de rentrer dans le temple. La porte d'entrée étant verrouillée, il va falloir trouver une autre entrée. Comme d'habitude, observer, escalader semblent être les meilleures solutions. En progressant dans le temple, notamment en entrant dans cette salle, on comprend qu'il va falloir récupérer 5 items identiques pour ouvrir cette porte et espérer terminer le niveau. Et à partir de là, c'est une liberté totale. Vous allez devoir parcourir différentes salles disséminées dans tout le niveau avec des pièges dans tous les sens, des énigmes, des passages aquatiques uniques et une ambiance absolument incroyable. Car en effet le niveau est absolument magnifique. Le monastère de Barkang est d'une variété sans égale, tant au niveau des épreuves que des environnements. Vous allez passer des moments en extérieur comme en intérieur, tout en veillant à ne pas blesser nos amis les moines, qui oui, sont des alliés si et seulement si vous ne commettez pas l'erreur de leur tirer dessus par inadvertance, car sinon vous allez passer à un niveau bien plus difficile. Tous les moines vont se mettre à vous attaquer à vue et ils sont très nombreux. Ah oui, et j'avais envie de vous parler d'un petit détail. Déjà, j'avais jamais vu ces yeux qui bougent là, c'est flippant, c'est censé être du décor. Mais surtout, il existe encore et toujours des petits allers-retours inutiles que Tomb Raider 2 affectionne tant. Pourquoi cette salle avec juste une clé? Cette autre clé permet d'ouvrir cette même salle pour ouvrir une autre salle juste à côté. Donc pourquoi cette salle et cette clé? Ça me rend fou, je comprends pas l'intérêt. Mais peu importe, c'est du détail. Le niveau est tout simplement exceptionnel, et quand j'étais petit, c'était mon niveau favori. Et franchement, je comprends pourquoi. Le premier niveau de Tomb Raider 2 annonce clairement la couleur dès le départ. On pourrait croire que c'est une petite mise en bouche en douceur, que l'on va retrouver un niveau très simple et introductif comme les cavernes du premier opus. Que voulez-vous? Il faut bien que les débutants apprennent à jouer, non? Non. Si t'étais vraiment débutant, il fallait passer par la case Manoir des Croft, mon fils. Si t'es pas passé par le pédiluve, tant pis pour toi, ici c'est le grand bain. La muraille de Chine est un niveau qui s'adresse directement aux joueurs aguerris, qui ont déjà joué au jeu. C'est littéralement un niveau qui t'attaque à la gorge par surprise à un moment où tu t'y attendais absolument pas. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le niveau commence tout à fait normalement avec une petite introduction dans une grotte qu'il faut grimper et où il faut se débarrasser d'un tigre. On rappelle aux joueurs toutes les bases en douceur. Les combats, l'escalade, les sauts et la nage. On en profite pour montrer aux joueurs que, désormais, les niveaux sont plus ouverts, que l'on peut apercevoir le ciel, d'où l'intérêt des rapaces, une avancée technologique pas anecdotique pour l'époque, je le rappelle. On trouve des clés qui ouvrent des portes, qui mènent à des clés qui ouvrent des portes. Voilà, on rappelle la base de Tomb Raider, quoi. Et ces portes mènent à des petits monstres et des pièges, qui sont faciles à esquiver. On est au premier niveau. Mais ce qui fait toute la beauté de ce niveau, le vrai bijou de la muraille de Chine, c'est ce passage. Si vous pensez que c'est facile, vous êtes un joueur aguerri et vous connaissez ce passage par cœur. Car honnêtement, pour un nouveau joueur, c'est pas si simple. Tout du moins, c'est même anormalement difficile pour un premier niveau. Ce passage est une véritable pépite et tous les joueurs de Tomb Raider 2 s'en souviennent. Un long couloir truffé de pièges dans lequel il est absolument mortel de s'arrêter. Les quelques objets et secrets à récupérer sont à vos risques et périls. Sautez au bon moment, grimper rapidement, garder son sang-froid, devinez qu'une plaque permet de s'échapper, ce couloir ne laisse aucun répit. La sensation d'avoir échappé à la mort, cette pression, l'adrénaline qu'apporte ce passage bourré d'action est tout simplement extraordinaire. Et ce qui fait la beauté de ce moment, c'est la surprise totale. La combinaison surprenante du « vous êtes dans le premier niveau » et du « non, ce ne sera pas facile ». Pas du tout facile. Et la suite du level n'est pas en reste. Si vous êtes un curieux, vous allez être récompensé. Si vous parvenez à descendre dans ce gouffre, vous allez rencontrer un tyrannosaure. Oui, on n'est qu'au premier niveau. Et il n'est pas forcément simple de s'en débarrasser. Alors imaginez, après d'avoir ramassé le secret, protégé par ce T-Rex, qu'il y ait un deuxième tyrannosaure.
nous sommes toujours qu'au premier niveau. Tant de surprises dans un premier level comme cela n'est pas un hasard, c'est un message. Et ce message veut dire, vous avez joué au premier jeu, vous n'êtes pas des noobs, vous allez manger. Tomb Raider 2 n'est pas mon opus préféré, je préfère le premier et le troisième, mais ce niveau, c'est l'idée que je me fais de la perfection. Le level design est absolument impeccable. Préparez-vous à parcourir une expérience extraordinaire dans un level qui ne vous laissera quasiment aucun répit. Le niveau commence comme un bon scénario. Nous arrivons à la fin du jeu et nous sommes à portée de l'objectif final, l'artefact tant convoité, la dague de Xian. Mais lorsque l'on essaye de s'en approcher, une trappe s'ouvre sous nos pieds et... on descend. On descend encore et encore. Et à force de descendre, on comprend avec douleur qu'il va falloir absolument tout remonter. L'Atlantide, que je considère comme le vrai niveau final du premier opus, nous avait déjà fait le coup de l'ascension. Mais ici, c'est encore mieux fait. Nous savons pourquoi l'on monte. L'objectif est clair, la dague de Xian est en haut, et il va falloir rattraper le temps que l'on va perdre dans les méandres du temple de Xian. Le niveau est juste limpide, avec des setups comme ces portes bien placées qui font payoff plus tard. Les pièges sont retors et récompensent la patience et la précision, mais surtout ils sont honnêtes. Si vous échouez, c'est que vous avez mal anticipé tel piège ou mal calculé votre saut. Il faut être concentré à chaque instant, il faut savoir faire preuve de réflexe et ouvrir les yeux sur tous les pièges qui nous entourent, car la moindre erreur, la moindre faute d'inattention, et c'est une mort imminente qui vous attend. Le seul côté dommageable, c'est que Tomb Raider 2 vous permet de sauvegarder quand vous le souhaitez. L'erreur est par conséquent moins punitive. Cela dit, vous allez quand même sauvegarder toutes les 30 secondes, je vous le garantis. Je pense d'ailleurs que le premier niveau, la muraille de Chine donc, est un setup du temple de Xian qui fait office de payoff. Les différents pièges sont évidemment très similaires, et comme dans le premier niveau, le temple de Xian va sévèrement punir votre avarice en plaçant des objets entre les pièges. Le niveau est d'une variété extraordinaire, toutes les salles de pièges sont différentes et vont susciter chez vous des exercices hétéroclites. Énigmes, esquive, saut, vitesse, nage, chrono, tout y passe. Qui plus est, on a le droit à des passages mis en scène, avec des placements de caméras spécifiques. Le niveau se termine par une énième salle de piège tout en verticale qui va vous demander des sauts retournés acrobatiques pour progresser et ça c'est très skillé. Non mais de toute façon qu'est-ce que je raconte? Ce passage est super skillé mais celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Ce niveau est difficile, complexe, varié, beau et je vais certainement manquer d'adjectifs mélioratifs pour qualifier ce niveau tellement il est bon. Et le seul moyen de s'en rendre vraiment compte, c'est de tout simplement jouer au jeu. Faites et refaites le temple de Xian et prenez le temps d'apprécier ce level à sa juste valeur car franchement, c'est une leçon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Moi, ça a été un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous avez un classement plus ou moins similaire au mien, mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment connaître vos niveaux favoris à vous aussi. Donc n'hésitez pas à me faire vos petites listes en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que vous m'avez donné envie de faire la même chose sur Tomb Raider 3, donc ce sera chose faite, rassurez-vous. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Non, les Yétis! Il me casse la tête! Non, il m'a chopé par le callback! J'ai plus envie de sous-estimer les Yétis.